Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Nous sommes ensemble comme chaque dimanche pendant 30 minutes et je reçois ce soir Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines et président du Parti chrétien-démocrate. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. Jean-Frédéric Poisson, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes né le 22 janvier 1963 à Belfort. Vous êtes titulaire d'un doctorat de philosophie et d'un master de droit social. En parallèle de plusieurs expériences en tant que DRH, vous vous êtes donc lancé en politique. Vous serez adjoint à Rambouillet puis maire de cette ville entre 2004 et 2007. Vous êtes actuellement député de la 10e circonscription des Yvelines et président du Parti chrétien-démocrate depuis novembre 2013 en remplacement de Christine Boutin. Et c'est justement en tant que président du PCD que vous êtes présenté à la primaire de la droite et du centre, d'où vous avez été éliminé à l'automne dernier au premier tour. Avec vous, nous allons bien entendu évoquer cette primaire et la victoire de François Fillon, mais aussi la primaire de la gauche qui débute, et également la place du PCD dans la prochaine présidentielle et votre rôle de député dans notre département. L'Hebdo Politique sur Sensation. Mais on va commencer par de l'actu local avec la désignation d'un nouveau président de Rambouillet Territoire après votre retrait. Cette désignation a été reportée au 24 janvier, je crois, Oui. pour laisser le temps aux candidats de faire campagne. Ça a été compliqué pour vous de prendre cette décision ? Oui, parce que c'est la suite, au terme de cette année, un peu plus de 7 ans d'engagement à la tête d'une très belle collectivité qui a beaucoup muté, qui s'est agrandie, qui s'est professionnalisée, qui s'est dotée d'un projet de territoire, qui a consacré beaucoup d'énergie à essayer d'imaginer la génération d'après et l'état dans lequel on transmettra ce territoire aux générations qui suivent. J'y suis très attaché parce que c'est mon enracinement personnel et j'y ai passé beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc oui, c'était une décision difficile, mais la perspective du cumul des mandats qui s'appliquerait pour moi en juillet 2017 nécessitait dans la mesure où je serai réélu député en juin prochain, nécessitait d'élire un nouveau président quoi qu'il arrive en juillet dans 6 mois. Donc j'ai préféré devancer l'appel en quelque sorte et faire en sorte que le futur président prenne les affaires en main dès l'installation du nouvel exécutif, puisque il faut dire à vos auditeurs, nous sommes obligés d'élire un nouveau président parce que une nouvelle communauté est créée du fait de l'élargissement du territoire aux communautés de communes voisines. C'est pour ça qu'il faut réélire, redésigner l'exécutif, réélire un président, un bureau, voilà. Donc laissons les suivants prendre la suite tout de suite et si j'ose dire les choses comme ça et tout ira bien. Vous allez les laisser vraiment, vous allez les conseiller. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez le conseiller au prochain président ? Quelles sont les urgences pour vous encore à faire ? Le futur président, qui sera probablement Marc Robert, le maire de Rambouillet, et qui a mon soutien sans réserve et de manière totale, connaît bien le territoire, il connaît bien la communauté. Nous sommes, sur le plan des territoires, dans une compétition dont les habitants et les citoyens ne se rendent pas forcément compte. La marchandisation de toute chose a atteint jusqu'aux politiques territoriales et met les territoires voisins, en tout cas, également en concurrence. Alors on est en concurrence pour l'implantation d'entreprises étrangères avec toutes les régions d'Europe, en tout cas, c'est sûr, mais nous sommes en concurrence aussi avec le pays de Rouet, avec le pays chartrain, avec la ville nouvelle de Saint-Quentin dans une certaine mesure. Demain avec l'OIN de Mantes et avec l'OIN de Saclay. Au sein même d'un même département. Au sein d'un même département, parce que des entreprises cherchent à s'implanter, parce que tout le monde recherche un équilibre démographique et de la mixité sociale pour répondre aux besoins d'emploi ou aux besoins de travail sur un territoire donné. Nous avons besoin de trouver des moyens pour les transports, pour la couverture numérique. Donc, et comme les moyens sont rares, ils sont rares pour tout le monde, y compris pour les collectivités. Ce qui fait la force de Rambouillet Territoire, c'est une très forte identité. Encore une fois, un projet qui est fondé sur la volonté de faire en sorte que, comme le dit notre projet stratégique, les familles n'aient pas à se rapprocher des services parce que les services se sont rapprochés des familles. Nous avons équipé les villages de la zone rurale pour ne pas que la ruralité des Yvelines se désertifie. Alors, ça nous a pris du temps, ça prend des investissements, ça nécessite beaucoup de moyens, mais l'axe est là. Si on arrive à maintenir cet axe, alors le fait que le territoire du sud des Yvelines soit aujourd'hui un des moins frappés de France par le chômage, puisqu'on parle de 5,6 ou 5,7% de chômeurs autour de Rambouillet Territoire, ça continuera d'être une région où il fait bon vivre. En tout cas, c'est ce que nous avons essayé de maintenir et de développer jusqu'ici. Donc vous le disiez, vous allez choisir votre carrière nationale, si j'ose dire. Est-ce que c'est pas compliqué ? On reviendra sur François Fillon, sur la primaire et sur la prochaine présidentielle, mais est-ce que c'est pas compliqué ? Là, on est à quelques mois des présidentielles, sans vraiment savoir ce qui va en sortir. Il reste quand même un gros mystère. C'est pas compliqué de se placer, de commencer sa campagne, de savoir comment se placer vis-à-vis des électeurs ?
Ils me connaissent un petit peu, les électeurs. Donc, C'est vrai. je suis leur député depuis 2007. J'ai été maire de Rambouillet, vous le disiez tout à l'heure. Je viens de sortir de 7 ans de présidence de l'agglomération. J'ai quelques années de mandat local derrière moi maintenant. Je suis redevenu avec les municipales, conseiller municipal de base de Rambouillet. Donc ils savent qui je suis. Ils savent très bien que je serai candidat aux législatives. Ils savent parfaitement que le choix que je viens de faire, je l'avais annoncé déjà depuis très longtemps. Je l'ai fait de manière anticipée par rapport à la date de juillet, mais tout le monde savait que je choisirais le mandat national par rapport au mandat local si j'y étais conduit. Donc tout ça se prépare. Maintenant, il y a d'une certaine manière pour nous, députés sortants, même d'ailleurs pour les candidats qui entrent, la superposition de l'échéance présidentielle et de l'échéance législative, il y a un tri à faire, politique, en tout cas, en choisissant ses cibles de campagne et ses actions. Voilà, avec l'expérience, et ce sera ma 8e, je crois, campagne législative, comme candidat ou comme directeur de campagne, donc on commence à savoir à peu près comment ça se passe. On va en reparler évidemment sur cette antenne au moment où on en saura un petit peu plus. En tant que député, vous avez été plusieurs fois, je crois, en tout cas une fois là, récemment en Syrie. Oui, 2 fois en tout. 2 fois. Bachar el-Assad a parlé à des médias français il y a quelque temps. Comment est-ce qu'il faut que la France se positionne vis-à-vis de ce pays et vis-à-vis de cette personne ? Il faut d'abord prendre en compte le fait que la Syrie n'est pas n'importe quel pays pour les musulmans. C'est un pays qui, dans l'islam, dans l'économie générale de la culture islamique et de la religion islamique, a une place prépondérante. C'est le pays d'origine du 2e calife historique. Le successeur de Mahomet est syrien, s'est installé en Syrie, a donné naissance à la dynastie des Omeyyades, c'était au 7e siècle, donc c'est une vieille affaire. À Damas, c'est un pays dans lequel un certain nombre de musulmans croient que le Mahdi reviendra à la fin des temps et s'installera dans ce pays-là. Donc ça n'est pas n'importe quelle région. Deuxièmement, c'est un des pays dans lesquels la confrontation entre les sunnites et les chiites est la plus vive, puisque le clan Assad est un clan chiite, dans un pays à majorité sunnite, et que ça fait maintenant 50 ans que les frères musulmans, qui sont le bras armé des sunnites syriens, fait la guerre au clan Assad, qui est un clan de culture et de religion alaouite. Des alaouites que les sunnites eux-mêmes considèrent même pas tout à fait comme de vrais musulmans. Enfin, ce sont des querelles internes, mais elles sont extrêmement prégnantes et elles nous permettent d'appréhender mieux cette situation qui est si difficile. Troisièmement, il y a la question pétrolière, qui n'est jamais très éloignée quand on traite les affaires du Moyen-Orient. Alors quand on mélange tout ça, vous ajoutez un régime extrêmement autoritaire, et parfois même violent et brutal et inhumain sous beaucoup de rapports, qui, comme d'ailleurs beaucoup de régimes alentours, malheureusement, commet des choses que le droit international et la morale réprouvent complètement et depuis longtemps. Et malgré tout ça, je continue d'avoir la conviction que Bachar el-Assad est la seule manière dont on puisse éviter l'installation d'islamistes radicaux ou de fondamentalistes à la tête de la République syrienne à Damas. Alors comment on fait ? Pour condamner ces actes quand même, et en même temps... Pour condamner ces actes, il y a des instances judiciaires internationales. Il y a un tribunal pénal international. Elles n'ont pas été saisies. Eh bien, écoutez, s'il appartient aux personnes qui peuvent le saisir de le faire, si elles le souhaitent. Pardon, ça veut dire que la communauté internationale n'a pas fait ce qu'il fallait. Ça veut dire que et la France en particulier. La communauté internationale est dans le bleu depuis des années sur ce qui se passe en Syrie. Nous avons commencé en fermant notre ambassade à Damas. Erreur. Si on commence à fermer les ambassades de tous les pays dans lesquels il y a des atteintes régulières aux droits de l'homme, je suis désolé de vous dire que dans l'hémisphère sud, on n'aura plus beaucoup d'ambassades. D'ailleurs, en Asie, probablement un peu moins, à commencer par la Chine et d'autres grands pays avec lesquels pourtant nos relations sont au beau fixe. Deuxièmement, nous avons considéré que le principal ennemi en Syrie, c'était Bachar el-Assad, c'était pas Daesh. Ça a été le cas pendant très longtemps. Est-ce que je peux rappeler à ce micro que les premiers bombardements de convois pétroliers, à partir desquels Daesh finance son activité, datent de septembre 2015, c'est-à-dire plus d'1 an et demi après son installation. Donc on n'a rien compris. On s'est trompé d'ennemis, on s'est trompé de stratégie, on s'est trompé de forme de présence, et maintenant nous récupérons tout ça. Les Russes, eux, ont compris, alors ils défendent aussi leurs intérêts, mais personne ne peut reprocher à un pays de défendre ses intérêts, on aurait dû y penser nous aussi, bien avant. Les Russes et les Turcs sont maintenant en situation, dans les discussions qui vont se tenir au Kazakhstan dans quelques jours ou quelques semaines, sont en situation de traiter en dehors de l'Occident, de l'Europe, de la France, des États-Unis, de l'OTAN, c'est-à-dire tout le monde dehors, c'est les Russes et les Turcs qui discutent. Voilà, nous avons perdu, pour longtemps, je pense, et je le crains, notre leadership et notre influence dans cette région du monde. Et concrètement, il y a des gens qui meurent, la guerre civile, voilà, des enfants, on va pas revenir sur ces images affreuses qu'on voit passer tous les jours. Est-ce qu'il faut intervenir au sol ? Est-ce qu'il faut les accueillir ? Qu'est-ce qu'on fait pour sauver ces gens-là ? Nous n'avons pas les moyens d'intervenir au sol en Syrie.
Vous parlez de la France ou en général? En général, ceux qui le font, c'est-à-dire les Russes. C'est de la gérance pour vous? Les Russes, non, c'est parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Les moyens humains et matériels de le faire, en dehors du fait que nous n'avons pas non plus, à ma connaissance, il n'y a pas de résolution de l'ONU, il n'y a pas l'autorisation de l'État syrien. Enfin, du point de vue droit international, il manque 2-3 choses quand même pour le faire. Plus ni le matériel ni les hommes. Donc il faut laisser, et on aurait dû le faire depuis longtemps, laisser ceux qui sont en capacité d'intervenir localement qui le font. Les Russes, les Kurdes, les Iraniens, pardon, les milices Hezbollah chiites et l'armée régulière syrienne, eux sont sur le terrain, eux se bagarrent contre Daesh, eh bien il aurait fallu les faire, les soutenir et pas passer notre temps à leur chercher des poules dans la tête. Je pense que ensuite la responsabilité des pays avoisinants, turcs, des monarchies pétrolières du Golfe, je parle des Qataris, je parle des Saoudiens, est tellement lourde dans la déstabilisation de cette région qu'ils doivent être les premiers à faire l'effort d'accueillir les migrants, d'accueillir les réfugiés, de payer les frais que ça supporte. Les Turcs le font un peu, les Saoudiens, les Qataris, pas du tout. Mais je me demande bien pourquoi des gens qui partent de Syrie n'ont aucune envie d'aller en Arabie Saoudite ni au Qatar. C'est quand même très étonnant cette affaire. Ça devrait nous faire réfléchir un peu aussi sur la capacité d'accueil et de démocratie de ces pays. Parallèlement à ça, il y a donc ce qui se passe en France avec ces attentats, la peur dans lequel on vit, même si évidemment c'est pas ce que peuvent vivre ces pauvres gens là sur place. Vous avez il y a quelques semaines dit à l'Assemblée nationale que pour vous l'état d'urgence n'était pas une priorité. Vous êtes toujours dans cet état d'esprit, même si la France a arrêté encore des gens, même si au début décembre on a évité des attentats, nous a-t-on dit? Bien sûr, mais ça n'est pas le fait de l'état d'urgence qu'on évite les attentats. Je dois rappeler ici que l'état d'urgence ne met pas un policier supplémentaire dans la rue, ne permet pas d'acheter une arme à feu supplémentaire ni une paire de menottes, ne recrute pas de greffiers, ne recrute pas de magistrats, ne recrute pas de fonctionnaires. C'est pas ça l'état d'urgence. L'état d'urgence consiste à faire en sorte que ce que d'habitude fait un juge, c'est le préfet qui le fait à la place du juge. C'est-à-dire assigner les gens à résidence, engager des perquisitions et un certain nombre d'autres types de restrictions des libertés individuelles ou collectives. C'est ça l'état d'urgence. Ça ne donne pas un moyen supplémentaire aux forces de police. Ça ne modifie pas leur manière d'enquêter. Ça ne change rien de tout ça. Non, je continue de penser que... Alors la solution, c'est quoi? L'état d'urgence a été utile pendant les 3 premiers mois et demi, entre novembre l'année dernière, novembre maintenant 2015, pardon, c'est plus un mois. Entre novembre 2015 et février 2016, l'état d'urgence avait toute sa justification. J'ai soutenu d'ailleurs la première prolongation, après que le chef de l'État a pris le décret qui terminait d'entrer en acte le 26 novembre. Donc 26 novembre, 25 février, j'ai voté. Et ensuite, après avoir constaté de l'avis même du garde des Sceaux actuel, qui à l'époque était président de la Commission des lois, nous avons engagé ensemble le contrôle de la Commission des lois sur l'état d'urgence. Nous avons constaté tous les deux qu'effectivement, dès la fin du mois de janvier, l'efficacité du dispositif état d'urgence était en train de s'effilocher, de s'affaiblir. Donc il n'y avait pas lieu de le maintenir. Maintenant, ce qu'il faut faire, on va le voir ces jours-ci, il y a une refonte totale du renseignement à faire. Deux de vos confrères sortent, je crois, en ce moment, aujourd'hui ou demain, je crois, un livre sur... les failles du système de renseignement français. On sait qu'il y a des enjeux de renforcement des effectifs, de présence des policiers sur le terrain, de lourd dans les tâches administratives. Il y a des tas de choses à faire, tout le monde le sait. C'est une manière différente d'envisager la quête du renseignement et la présence de la police et le soutien de la police et ses moyens sur le terrain. Un peu moins de paperasse, un peu plus de terrain, un peu moins de soutien aux malfrats et aux bandits et un peu plus de soutien aux policiers. Tout ça est ensemble, mais je pense que c'est très très identifié. Il n'y a pas besoin d'état d'urgence pour ça. On continue cette hebdo politique consacrée à Jean-Frédéric Poisson. L'hebdo politique. La suite de cette hebdo politique, donc consacrée au député des Yvelines, Jean-Frédéric Poisson. Dès la fin des primaires, vous avez soutenu François Fillon. Vous êtes même maintenant vous êtes membre de son conseil politique. Mais vous restez quand même vigilant. Et vous avez même dit que vous demandiez des clarifications sur son programme économique et social. Qu'est-ce qui vous dérange ? Je n'ai jamais accepté l'idée que une vision trop libérale pouvait donner à la France l'axe majeur de la politique économique et sociale qu'elle doit engager pour se redresser. Je suis un chrétien social, je crois que le partage est une valeur supérieure à la marchandisation de toute chose.
Je pense qu'une économie qui produit des richesses s'inquiète de savoir comment on les produit sans s'inquiéter de savoir comment on les distribue est vouée sans doute à l'échec, ou en tout cas au déséquilibre, et donc à l'échec. Et il me semble qu'il y a des enjeux beaucoup plus urgents dans la France d'aujourd'hui que celui d'augmenter le temps de travail hebdomadaire de manière contrainte et forcée, parce que vous n'expliquerez pas à 1,5 million de cadres en France qui travaillent déjà 50 heures par semaine avec une fiche de paye à 35, qui ne vont pas gagner 1 euro supplémentaire, mais qu'en revanche, leur fiche de paye va passer 35 à 39 et qui perdront 11, 12, 14, 15, 18 jours de RTT. Vous ne leur expliquerez pas ça. Et je pense, si on veut réconcilier les Français avec le travail, à supposer qu'ils soient fâchés avec, ce que je ne crois pas, il y a d'autres choses à faire que cela, bien plus urgentes. Et par ailleurs, il me semble que effectivement, il y a des dispositions qui ont été reprochées à François Fillon sur la sécurité sociale notamment, qui sont, je crois, vraiment de mauvais procès, mais que la campagne permettra de clarifier. En tout état de cause, moi je plaide vraiment pour que, on donne à la place de l'économie celle qui lui revient, c'est-à-dire celle d'être un moyen et non pas une fin en soi. Vous lui soufflez à l'oreille à François Fillon tout ça, Oui, bien sûr. et évidemment vous comprenez bien que derrière cette question il y a, est-ce que vous avez du poids, est-ce que votre place dans les primaires, votre participation aux primaires plutôt que votre place a pesé et pèse là sur le Elle a permis, je crois, enfin un des objectifs qui étaient les miens en participant à la primaire de la droite et du centre, c'était de contribuer à infléchir le projet politique de celui qui la gagnerait. Je ne suis pas mécontent de cet aspect-là parce que, François Fillon est de loin le plus proche de tous les candidats de la primaire à laquelle j'ai participé et nous avons participé. Ça se voit d'ailleurs sur la politique étrangère, sur l'éducation, sur la réforme de l'État, sur un certain nombre de sujets sur lesquels nous sommes de la politique familiale, sur lesquels nous sommes parfaitement d'accord et nous sommes impatients d'ailleurs que les choses se mettent en place. Sur le reste après, je pense que... En tout cas, la campagne présidentielle doit être le temps de clarification et de pédagogie que j'appelle de mes vœux. Nous nous voyons relativement régulièrement, comme je pense beaucoup de ses conseillers. Je participe à des instances maintenant dans lesquelles on élabore des éléments pour porter notre conseil au candidat François Fillon. Voilà, je vais faire monter les messages et au cas où on n'entendrait pas bien, je vous remercie de me donner un micro pour me permettre de le dire un peu plus fort encore. Et si on vous propose une place dans le gouvernement, ça pourrait pas être mal non plus que quelqu'un de votre parti qui soit... Oui, ça pourrait sans doute être très bien. Faut pas s'arrêter au petit, nécessairement. Il n'y a pas de petit portefeuille d'ailleurs dans un gouvernement. C'est vrai. Oui, nous verrons cela. Ma seule ambition pour l'instant, c'est de continuer de représenter la France à l'Assemblée nationale et c'est ce à quoi je vais déployer l'essentiel de mon énergie. Alors vous dites que vous avez hâte que ça se mette en place, que voilà, ça veut dire que le débat n'est pas parti, n'est pas encore parti. Le fait est quand même qu'au niveau des Français, il est parti depuis longtemps, François Fillon, oui. Mais ça commence à baisser un petit peu. Il a surpris, on peut le dire quand même à ce micro, ses résultats aux primaires ont surpris. Ça, vraiment, il a fait un très bon score. Évidemment, là, ça se rééquilibre un petit peu et on rentre dans le dur. C'est-à-dire, tant que la gauche n'aura pas désigné, tant que le Parti socialiste et les radicaux de gauche n'auront pas désigné leur candidat, on ne sait pas très bien à quelle offre politique, majoritaire à gauche en tout cas, on sera confronté. Tant que Mme Le Pen n'aura pas publié son projet présidentiel, on ne sait pas très bien non plus dans quel sens, parce que c'est très difficile de comprendre comment le Front National va... Bon. Enfin, c'est leur problème, c'est pas le mien. Donc, l'offre politique, elle sera complète début février. On aura bien un candidat écologiste... on aura bien un candidat issu des primaires socialistes, M. Macron sera toujours là, il y aura bien M. Mélenchon, il y aura un candidat du Front, il y aura M. Bayrou. François Bayrou, je ne sais pas, j'imagine, en tout cas, il donne beaucoup de signaux pour expliquer qu'il pourrait l'être. Je ne serais pas surpris qu'il le soit, mais... C'est ce qu'il avait dit en tout cas, si M. Juppé ne gagne pas, j'irai. Il avait dit, je ne m'interdis pas d'y aller, c'est toute la subtilité de la formulation centriste, chère madame, qui donne dans cette formule-là. Bon. Donc l'offre sera complète à ce moment-là, et à ce moment-là, la vraie confrontation des projets pour la France démarrera. Donc la vraie campagne présidentielle, celle autour de laquelle les Français vont pouvoir se concentrer, démarrera dans quelques semaines maintenant. Vous aviez dit à propos de Marine Le Pen, alors évidemment c'est de la politique fiction comme on dit, que si elle était au second tour face à François Hollande, ce qui évidemment n'est plus possible maintenant, vous réfléchiriez à ça. Est-ce que vous êtes toujours dans cet état d'esprit ? Alors on sait que ce ne sera pas François Hollande, mais si Marine Le Pen est au second tour...
laissons les choses se dérouler si vous voulez bien. Très franchement, je suis pas du tout concentré sur ces sujets-là en ce moment. Et comme vous l'avez dit très justement, François Hollande a affaibli à un point tel la fonction présidentielle, l'État, la France sur la scène internationale, que voter à nouveau pour lui dans un contexte présidentiel, franchement, c'était pas possible. Il n'est plus candidat, on verra bien. Je me détermine, moi, en fonction du contenu des projets, de ce que je crois bon pour la France, et pas en fonction d'autres éléments. Au niveau organisation de primaire, donc vous avez vécu de l'intérieur de la primaire de la droite et du centre, début de celle de la gauche. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil et comment vous la voyez, cette primaire? Est-ce que c'est la même chose? C'est une chance pour la démocratie française, pour vous ou pas? Ah oui, il n'y a pas de raison que la primaire de droite soit une chance pour la démocratie et que la primaire de gauche ne le soit pas. On annonce un peu moins de participation que celle de la droite? Probablement, oui. Il y a une vraie forme de désaffection des électeurs de gauche à l'égard de leurs candidats. On l'a vu au municipal, hein. C'était très très clair. Alors, en particulier dans le département des Yvelines, les échéances municipales, départementales, c'était un peu moins vrai au régional, mais globalement, on montrait cette désaffection. Bon, maintenant, je pense que les électeurs de la gauche viendront quand même relativement nombreux à cette primaire. On parle autour de 2 millions d'électeurs pour le premier tour. Ça paraît une estimation raisonnable. On verra bien ce qu'il en est. Mais oui, c'est bien sûr que c'est pour l'exercice démocratique une vraie chance. Est-ce que c'est pas des tours encore avant le tour important qui est le présidentiel? Est-ce que les gens vont pas s'essouffler? Il faut bien, c'est pas l'impression qu'ils donnent. Enfin, on aura un premier signal avec l'ensemble des 3 débats télévisés qui vont se dérouler avant le premier tour. Ils vont être d'ailleurs très resserrés, ce qui là aussi est un élément un peu différent par rapport à ce que nous avons connu. La seule chose que je souhaite, moi, c'est ce que nous n'avons pas tout à fait réussi à faire dans le cadre de la primaire de la droite et du centre, c'est qu'on fasse un peu de politique. C'est votre impression? Ça a été un de mes regrets, oui. Je pense qu'on a beaucoup parlé de... Je l'avais dit d'ailleurs dès le premier débat, ça ne s'est pas vraiment démenti dans la suite des primaires. On a beaucoup parlé de gestion, beaucoup plus que de politique et de vision. Ça me manque encore un peu aujourd'hui, mais la présidentielle sert à ça. Vous avez parlé de Macron. Est-ce que quand même cette personnalité un peu hors norme est pas en train de souffler un vent nouveau en France? Alors c'est vrai qu'il a été au gouvernement, mais c'est quand même un profil un peu différent de ce qu'on a vu, des Fillon, des Hollande, des... C'est pas un profil très différent. Emmanuel Macron est un produit très standard de la politique française. Grande école, pantouflage dans une grande banque, intégration des plus hautes sphères de décision de l'État à l'Élysée auprès de François Hollande, dont il est secrétaire général adjoint, puis secrétaire général après avoir été conseiller pendant sa campagne présidentielle de 2012. Il termine à Bercy. Plus classique que ça, tu meurs. Hein. Enfin, il y en a, pas des dizaines, si, il y en a sans doute des dizaines d'ailleurs, qui ont connu des parcours un peu comparables. Il est nouveau. Sans doute par sa capacité d'écoute, que j'ai moi-même pu tester en étant l'orateur de mon groupe au moment de la loi Macron. C'est moi qui étais le responsable à l'Assemblée nationale de cela. Donc on s'est croisés pendant plus de 300 heures, on se connaît bien. Nous sommes philosophes, lui comme moi, donc on a quelques points communs supplémentaires. Ça s'arrête à peu près là. Mais par ailleurs, non, son discours est le discours libéral des années 2000 ou 90. Enfin, le programme d'Alain Madelin pourrait se retrouver très bien dans les intentions d'Emmanuel Macron d'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau, sinon le bonhomme, le phénomène et la jeunesse. Mais comme disait MacArthur, la jeunesse n'est pas une affaire d'état civil, c'est une affaire d'état d'esprit. Et au fond, je me demande ce qu'il en restera lorsque les médias arrêteraient d'en faire la couverture de leur magazine et l'invité d'honneur de beaucoup d'émissions. J'attends encore de savoir ce que Emmanuel Macron veut pour la France. Aujourd'hui, il ne le sait toujours pas. Alors pour finir sur François Fillon, vous disiez tout à l'heure que c'était pas la priorité n'était pas donc économique, ou en tout cas vis-à-vis de ce qu'il avait lui annoncé sur les 35 heures, etc. Vous dites également que les économies publiques sont pas forcément nécessaires, que c'est pas là, vous aviez dit ça, en tout cas un enjeu immédiat pour la France. Quelles sont les urgences alors? C'est de reconstituer l'autorité de l'État. Parce que c'est le moyen de tout le reste. Et c'est ça qui, à votre avis, c'est ça qui peut faire bouger les choses, c'est absolument et que les Français attendent? Les Français attendent davantage d'autorité de la part de l'État
ce qui veut dire davantage de capacité de protection, ce qui veut dire une capacité accrue de punir les méchants et de ne pas embêter les gentils. Ça veut dire une capacité de clarification dans ce qui est autorisé et de ce qui n'est pas autorisé, une capacité d'aide dans les initiatives familiales, associatives, d'entreprises ou des territoires. C'est tout ça que ça veut dire. Si vous ne faites pas ça, alors, pardon, le reste ne sert à rien. Et autant je comprends que... Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire le reste. Je suis attentif, moi aussi. J'ai été gestionnaire des deniers publics dans les collectivités locales pendant plus de 10 ans de ma vie. Donc la dette est énorme quand même. La dette est colossale. Et évidemment qu'il faut s'y attaquer. Ce que j'avais contesté, c'est le fait d'en faire une priorité, c'est-à-dire de tout ordonner à cela. Je ne crois pas que, on soit en capacité aujourd'hui de faire des bouleversements à la baisse de manière spectaculaire dans les effectifs de la fonction publique locale ou territoriale, par exemple. Ça, je ne crois pas ça du tout. La préfectorale a besoin de la présence de l'État dans les territoires. Il faut faire très attention si on veut baisser ces seuils-là. Donc, je me méfie beaucoup des annonces, spectaculaires, quantitatives. La baisse de fonctionnaires, voilà, soyons clairs. La baisse de fonctionnaires, par exemple. Ça a pas mal tourné d'ailleurs sur ce sujet-là dans bien sûr, mais c'est pareil. Avant d'avoir dit le rôle qu'on attend de l'État au XXIe siècle, et tous les Français comprennent bien que l'État a changé de mission, changé de rôle, et que l'administration publique, elle change aussi, doit changer de métier, de méthode. Tout le monde comprend ça, les fonctionnaires, les premiers. Mais si vous ne leur dites pas, parce qu'on sont les premiers concernés, on a le devoir de leur dire ça, ils ont le droit de le recevoir. Ce qu'on attend d'eux, quelle mission, avec quels outils, dans quelle perspective, comment voulez-vous qu'ils accompagnent quoi que ce soit? Ils ne le feront pas. Humainement, ça se comprend très bien. Donc il y a aussi un manque de ce point de vue de capacité à projeter l'ensemble de l'administration publique, d'État, de santé et territoriale dans l'avenir. Par ailleurs, sur les économies, tous les taux d'intérêt sont en train de remonter. À partir du moment où ça va bouger la moitié d'un petit doigt, ça va coûter des dizaines de milliards d'euros au budget annuel en France. Donc je ne suis pas contre le fait qu'on fasse des économies. Je conteste le fait que ce soit une priorité de rang 1 et qu'on ordonne tout à cela. Parce que, encore une fois, de mon point de vue, l'économie est au service de l'homme et non pas l'homme au service de l'économie. C'est un problème de priorité. Et deuxièmement, je conteste qu'on fasse des prévisions. Et qu'on dise, je vais économiser tant. Parce qu'il suffirait du battement d'une aile de mouche à Francfort et que tout le monde s'énerve à la Banque Centrale Européenne pour que ça nous coûte des milliards par an. Donc faisons bien attention à orienter politiquement les messages et les choses dans un sens qui soit cohérent, qui soit tenable d'une certaine façon. Une des priorités quand même qui touche les Français, c'est l'emploi. Oui. Et le chômage, puisqu'il y en a beaucoup qui sont touchés par ce fléau. Ça se stabilise, on va dire. On ne va pas dire que ça baisse. Ça se stabilise. On peut lui reconnaître ça à François Hollande? Ah, il est pour rien. Franchement. J'en attendais pas moins de vous. Non, mais écoutez, là aussi, ce sont des sujets que je connais bien, que je surveille depuis longtemps. L'impact des mesures prises par le gouvernement de François Hollande sur la stabilisation du chômage est nul. L'impact du CICE sur l'emploi est quasi nul. Vous savez quelles sont les entreprises qui ont le plus bénéficié du crédit d'impôt pour les entreprises en France? C'est La Poste, Total, la SNCF, enfin c'est des très grosses enseignes qui n'ont pas besoin de ça pour embaucher des gens et pour... Donc c'est... Non, c'est de la fumisterie, ça n'a servi à rien. Les contrats de génération n'ont aucun effet. L'emploi des jeunes est un échec. Enfin, c'est abyssal, l'échec de François Hollande sur l'emploi. Ça revient, ça se stabilise parce que le concert européen international de la croissance repart à la hausse. Mais remarquez bien que la croissance augmente beaucoup plus dans les pays voisins de la France qu'en France elle-même, parce que précisément, nous n'avons pas pris les mesures qu'il aurait fallu pour assouplir, sans faire des salariés des variables d'ajustement, parce que ça je ne l'accepterai pas, mais assouplir en tout cas les modalités du marché du travail. Et la loi El Khomri, qui contient quelques évolutions positives dans ce sens, est arrivée beaucoup trop tard dans le quinquennat, ce qui fait que... Ce qui veut dire que c'est le prochain président qui va en profiter? Ah, il n'est pas exclu que effectivement cette loi dans son application, elle est très complexe. Hein. Il faudra beaucoup la retravailler. Enfin, il y a énormément de choses à changer dedans, mais les effets bénéfiques, oui, viendront peut-être un peu plus tard de toute façon. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. C'est la fin de cette hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast, audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain. L'hebdo politique sur Sensation.